Je vous donne tout de suite la parole, Monsieur Hervé Coher, et on va essayer, et je crois que c'est l'heure de marcher, d'avoir quelques slides. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Hervé Coher, le délégué d'EDF en Auvergne, et on m'a demandé d'intervenir pour faire une présentation assez générale mais synthétique sur la situation actuelle et les perspectives pour arriver dans un délai court, c'est ce que vous m'avez donné, une dizaine d'années, à une diminution significative de l'empreinte carbone dans le domaine de la mobilité, avec avantages, inconvénients des solutions. Il m'a semblé intéressant de recontextualiser ce sujet à travers ce graphique que vous avez devant les yeux pour le mettre en parallèle de la problématique que cela pose. En fait, si on s'interroge tous sur la décarbonation de la mobilité, c'est parce qu'aujourd'hui, le sujet majeur en matière d'environnement, outre la biodiversité, c'est le sujet de l'effet anthropique, c'est-à-dire humain, sur le climat depuis la révolution industrielle il y a un peu plus d'un siècle. En effet, cette implication de l'humain en utilisant les énergies fossiles a amené la planète à faire une projection dans les années qui viennent, à avoir un nombre de degrés supérieur. Comme vous le savez, outre l'évolution des climats sur les différents continents, c'est aussi des terres qui seront immergées. Donc, je dis un graphique pour un peu éclairer le sujet. Si on regarde la responsabilité de la carbonation des différents secteurs suivant les continents et suivant les pays. Si l'on regarde le monde entier, vous voyez que la production d'électricité est à l'origine de 41% du CO2 et qu'en deuxième, vous avez les transports pour 25%. Si on regarde la France, le sujet est un peu différent puisque l'électricité, nous en sommes à 12% et pour les transports à 41%. Alors pourquoi autant pour les transports, pourquoi moins sur la partie électrique? La partie électrique, depuis les usages de l'électricité et de la vapeur, avec fin du 19e siècle, fait tourner des alternateurs permettant de produire de l'électricité, puis ça a été des barrages hydroélectriques qui ont permis de faire ceci, puis des centrales thermiques, et la guerre de Kippour en 1974 a conduit le pays à choisir l'autonomie énergétique en s'impliquant dans le nucléaire, pour aller jusqu'à 95% à un moment donné sur la production nucléaire en France. La particularité, c'est qu'on ne manque pas de combustible pour ceci sur la planète. Et deuxièmement, le coût de l'électricité produite par le nucléaire est moins cher que la moyenne des fabrications. Et enfin, ça donne une énergie qui est propre, puisque tout le monde ne le sait pas, 30% des Français ne le savent pas. L'énergie nucléaire, la fumée qui sort des aéroréfrigérants, ce n'est pas des fumées de combustion, c'est simplement de la vapeur d'eau. L'énergie nucléaire n'est pas contributive à l'effet de serre, et donc c'est pour ça que l'on a en France que 12% de responsabilité de la carbonation. 41% en plus que la moyenne pour les transports, eh bien oui, dès lors que dans le monde on est à 41% pour l'énergie électrique, dès lors qu'on a une faible participation de l'électrique sur l'ensemble de la carbonation, du coup le transport prend une proportion bien supérieure. Vous voyez que juste derrière, il y a le résidentiel, à 13% en France. Eh bien, c'est deux sujets, à la fois le transport et le résidentiel, sur lequel le groupe EDF est impliqué, et sur la France, un certain nombre d'acteurs, sachant que bien sûr que même s'il n'y a que 12% pour l'électricité, on vise à fermer les centrales, les rares centrales à charbon qui restent, centrales thermiques classiques. Vous savez que l'intermittence des énergies dites renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, cette intermittence m'impose de problèmes de permanence de l'électricité. L'Allemagne, qui est très impliquée sur l'éolien, le solaire, mais malheureusement le charbon, puisqu'ils ont souhaité diminuer, voire arrêter le nucléaire. Donc ils carbonent beaucoup plus que la moyenne des pays ici en
Europe, l'éolien et le solaire, ça ne marche pas tout le temps. Dans la mer du Nord, cet été, il y a eu peu de vent, ce qui fait qu'on a frisé un blackout à un moment donné en Allemagne et dans un certain nombre de pays. En Californie, vous savez qu'il y a eu des blackouts. En Liban, récemment, il y a eu un blackout total de tout le pays parce qu'il n'avait plus de pétrole pour pouvoir alimenter leurs centrales thermiques qui, je vous rappelle, carbone bien sûr l'énergie. Donc, concernant les transports, il n'y a pas que les véhicules légers, il y a les camionnettes, les transports lourds, les trains, le transport maritime. Que peut-on faire pour que ça aille vite? Déjà, les grandes fédérations des transporteurs ont pris des engagements. On regarde par exemple les transports aériens. La Fédération des transports aériens mondiale vise pour que 2050 de réduire de moitié les gaz à effet de serre. D'autant plus que le trafic aérien, s'il a beaucoup baissé pendant la période Covid, va bien augmenter pendant les années qui vont venir et qu'il est plus que important de trouver des solutions pour décarboner les transports aériens. Il n'y a pas qu'une solution, il y a des solutions parce que tout ce qui est autour de l'avion peut être amélioré en matière de décarbonation, que ce soit à l'aéroport, que ce soit les nouveaux avions, que ce soit les nouveaux modes de propulsion, mais ne soyons raisonnables, les modes de propulsion électrique et hydrogène, ce n'est pas pour l'année prochaine. Hein, donc il y aura déjà des améliorations, bien sûr, de rendement. L'allègement des matériaux, hein, les imprimantes 3D pour un certain nombre de pièces, ça permet aussi de faire ce genre de choses-là. Donc, ils ont cet objectif-là. Les transports maritimes, 2050, ils ont aussi ils se sont donné un objectif de 50% de diminution d'ici 2050 de la contribution à l'effet de serre de l'émission de gaz carbonique. Donc, c'est deux grandes fédérations qui ont des ambitions très vastes, mais faut-il qu'ils puissent être atteints. Derrière, c'est bien sûr les engagements mondiaux des États et les engagements des différents pays qui peuvent être contributeurs puisqu'ils imposent par des lois ou par des recommandations, enfin par des recommandations dans un premier temps et par des lois pour certains d'entre eux, des évolutions du secteur. Alors, dans notre groupe, d'ici 2023, donc c'est moins de 10 ans, c'est dans 2 ans, on a une ambition qui a été très fermement précisée, c'est sur 3 piliers. Le pilier de la consommation par les véhicules électriques, qui soient hybrides, qui soient totalement électriques, de viser à être contributeur à ça, à être à hauteur de 30% de la consommation des véhicules de cette nature. C'est aussi créer des points de charge. S'il n'y a pas de point de charge, il n'y aura pas possibilité de reprendre le carburant et par conséquent d'utiliser son véhicule. 150 000 points de charge, c'est ce que l'on vise d'ici 2023. C'est pas rien, c'est pas 1000, c'est pas 10 000, c'est 150 000 points de charge. Et c'est pour ça que l'on a d'une part une filiale qui s'appelle EasyVia qui réalise un certain nombre de mise en place de ces bandes de recharge et que derrière, on a des appels d'offres qui nous permettent d'avoir des sous-traitants. On a à côté de nous un des sous-traitants les plus importants, la société Oyance avec Rémi Bourdier, il l'expliquera tout à l'heure, et nous ne sommes pas que son seul client. Et puis 10 000 points de charge intelligents parce que dans les points de charge, on peut faire en sorte qu'on utilise la charge qu'au moment où l'électricité est la moins chère sur le marché, qu'il y a moins de besoins, et donc du coup moins de besoin de production électrique en termes d'actifs, hein, de production, et voire de redonner de l'électricité au réseau à partir de la batterie. Ça s'appelle le smart charging. Ça, c'est nos engagements à nous-mêmes. Il y a aussi le sujet de l'hydrogène. Le sujet de l'hydrogène, au jour d'aujourd'hui, à 95%, l'hydrogène produit dans le monde, elle est faite à travers le pétrole, c'est-à-dire à travers du fossile. Et donc, l'hydrogène d'aujourd'hui est un hydrogène complètement carboné. Aujourd'hui, vous avez vu les graphiques tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de réussir à faire de l'hydrogène décarboné.
Alors on peut le faire avec des énergies renouvelables, donc vertes, on peut le faire avec des énergies nucléaires, on peut aussi avoir de l'hydrogène gris avec un mélange de l'hydrogène décarboné avec des produits plus intelligents qui vont vers la décarbonation. Tout ça pour être derrière stocké et d'être utilisé que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les transports lourds. Parce qu'aujourd'hui, et je crois que les grands fabricants de piles à combustible l'ont intégré aujourd'hui, pour ne citer que Symbio qui est proche de nous, puisque c'est Michelin, c'est une filiale de Michelin, leur feuille de route, c'est de construire prioritairement maintenant des piles à combustible pour les camions et les camionnettes. Bon. Il y aurait eu deux choix, hein, c'est de faire un réseau complet de tubes sur l'ensemble de la France pour transporter de l'hydrogène, ou alors de faire des stations permettant de délivrer l'hydrogène à un certain nombre de points vers l'industrie, au plus près de l'industrie, évidemment, parce que ce sont des énormes usages, et aussi donc vers les camions en transport lourd, les trains aussi, et parce qu'il y aura ces usages-là, les flottes de véhicules auront la capacité à venir s'approvisionner et pas avoir quelque chose qu'on crée ex nihilo, alors qu'il faut qu'il y ait un foisonnement d'innovation autour de ça. Et c'est comme ça que la filière pourra émerger. D'ailleurs, pas loin d'ici, Logidis, une société clermontoise, a déjà l'idée d'avoir des systèmes qui permettraient de dire à une station « je serai là dans 3 heures et il me faudra tant de kilos d'hydrogène qui soient prêts et uniquement pour moi ». Voilà, donc ceci, et puis donc le méthanol, parce que le méthanol, ça peut être aussi réalisé à partir de l'hydrogène. On a un exemple que nous sommes en train de porter avec un projet européen, avec la société Vicat, les cimentiers, vous savez, qui sont très gros contributeurs de gaz à effet de serre. Eh bien, si vous mélangez les amines avec de l'hydrogène, vous êtes capable de faire du méthanol. Et ça, derrière, ça peut créer de la mobilité, que ce soit dans les camions, que ce soit pour les transports maritimes, que ce soit dans l'industrie. Et donc, là, ça permet de faire une bonne transition parce que le méthanol, le biogaz, ce sont des choses qui seront complémentaires. Et de notre point de vue, le gaz, c'est une énergie de transition. On ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Donc, il va y avoir une période de transition. Et donc, le gaz aura aussi sa place avec le GLV. Donc, vous savez malheureusement que les Chinois actuellement ont un peu tout récupéré par manque de disponibilité et de besoin de reprise économique. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction et la présentation de ce que nous faisons pour le groupe EDF. Merci beaucoup. La transition a été décidée. Donc, M. Carlier pour GRDF. Donc, Patrick Carlier pour GRDF. Donc, comme déjà présenté, je suis directeur territorial pour l'Auvergne. Et donc, pour GRDF, donc c'est un réseau de distribution France. Alors, très rapidement, hein, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas GRDF, en fait, c'est on exploite, on maintient, on développe le réseau de gaz au titre des collectivités dans le cadre d'une délégation de services publics, puisqu'effectivement, la compétence, à la base, est communale. Elle peut être exercée par des syndicats ou par, pour le cas de Clermont-Ferrand, par le métropole. Donc voilà, donc nous, en fait, on accompagne le développement au niveau d'une vision réseau, mais je ne vais pas rester sur la vision que sur la vision réseau. Alors effectivement, on pense, pour rebondir sur ce que disait Hervé, que le gaz a toute sa place dans la transition. Alors après, combien de temps durera la transition, ça c'est la question. Mais c'est vrai que je pense que le gaz naturel véhicule répond aujourd'hui à un certain nombre d'exigences de la société. Alors des exigences en termes qui ont été beaucoup évoquées lors de ces journées d'études. La qualité de l'air, c'est une exigence notamment des urbains. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est un peu dédiée plus aux urbains. C'est pour ça que je vais focaliser un peu plus sur la mobilité urbaine. Donc, la qualité de l'air, qui est un vrai sujet, le GNV y répondait très largement, puisque c'est quelque part une énergie qui permet quelque part des faibles émissions de NOx, des faibles émissions de poussière. En fait, il est très performant de ce point de vue-là. Son grand défaut, c'était les émissions de carbone. Il y a aujourd'hui, effectivement, de plus en plus une attente au niveau d'énergie locale et décarbonée. Et justement, pour le coup, c'est le bio-GNV qui est finalement la version renouvelable du GNV qui arrive et qui va se développer, qui va nous permettre de répondre à ces exigences. Et dernier point, ça accompagne notamment le transport public qui est également, on a vu un autre enjeu important
dans la mobilité citadine, aux côtés effectivement des mobilités qui ont été évoquées, mobilité douce, mobilité active. Je crois que vous en reparlerez sans doute, parce que j'ai beaucoup apprécié votre présentation de tout à l'heure. Donc mobilité active, et puis toutes les autres finalement solutions qui quelque part pour moi sont un peu du ressort de la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, qui est quand même déjà, je pense, le premier objectif. Donc le GNV, le bio-GNV, donc répondent à des demandes sociétales. Si on focalise un peu sur l'aspect urbain, que se passe-t-il? Eh bien, on va dire que le gaz est une réponse, notamment aujourd'hui, sur le transport lourd. Alors, le transport lourd, pour faire très simple, c'est au-dessus de 3,5 tonnes. Et c'est quoi le transport lourd en monde urbain? C'est plusieurs choses, c'est notamment les bus. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les bus, c'est environ de 40% de part de marché, c'est des bus au gaz. Donc, c'est une offre, on va dire, économique qui existe, qui n'est pas en développement, ce n'est pas des prototypes, c'est des bus qui sont là, qui existent, qui ont des coûts, on va dire, supérieurs à des bus diesel, mais des coûts qui sont amortissables et en tout cas qui sont abordables par les acteurs économiques. Donc ces bus gaz, en fait, aujourd'hui, il y en a à peu près 1 sur 3 en immatriculation qui sort en gaz aujourd'hui. Et pratiquement en 2021, et là peut-être Philippe pourra compléter mon discours, mais en 2021, on aura plus de bus immatriculés en gaz qu'en diesel. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique qui s'amorce. Notamment sur les bus, on était déjà très présent, parce que c'est pareil, le gaz, c'est pas quelque chose de très nouveau, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais aujourd'hui, on a une vraie dynamique parce qu'on a une solution bas carbone, le bio-GNV qui va se développer. Donc je reviendrai un petit peu sur le bio-GNV sans aller trop loin dans les explications, parce que ça pourrait nous mener un peu loin. Et donc ça, c'est le premier véhicule, on va dire, ou solution gaz qu'on amène. La deuxième, c'est les bennes à ordures ménagères, et donc effectivement, là en plus, pour nous, c'est très intéressant, parce que ça nous permet de nous inscrire dans une boucle d'économie circulaire qui est intéressante. Les camions ramassent des biodéchets, ces biodéchets sont traités, pour le coup à la métropole, par l'installation Vernea, qui demain injectera sur le réseau et permettra de faire le remplissage effectivement de ces bennes à ordures. Donc on voit bien qu'on a quelque chose d'assez logique, sachant que quand même, je voudrais faire un petit zoom là-dessus, le gaz et le biogaz qu'on produit en France, c'est le biométhane en fait, puisque le biométhane est je dirais comment on pourrait dire ça, une épuration, on va dire, du biogaz pour lui enlever le CO2 et ne garder que la partie méthane. Ce biogaz, ce biométhane, en fait, donc, qui est développé, est essentiellement développé autour de déchets. Donc il y a quelque part quelque chose je trouve, de très intéressant et de durable, un peu de soutenable, comme on pourrait dire, dans cette production de gaz qui, et même en milieu agricole, est quand même extrêmement ciblée déchets, puisque on n'est pas dans le modèle allemand qui a autorisé, on va dire, des développements et une vision plus énergétique de l'agriculture. Voilà, je ferme la parenthèse pour revenir après sur les autres usages. Donc les BOM qui se développent, une BOM sur 4 aujourd'hui est produite au gaz. Sur la métropole, vous avez des exemples, puisque effectivement la flotte commence à se développer, notamment grâce à la nouvelle station d'avitaillement du Gandaïa. Je reviendrai sur les stations un peu après. Et il y a aussi après les deux autres segments qui là sont plus en développement, j'oserais dire. Il y a tout ce qui tourne autour de véhicules particuliers, les balayeuses, etc. C'est toujours du lourd, mais ça se développe également en gaz, parce que là également, il y a une demande et une volonté de décarboner et de rendre un peu plus propre, entre guillemets, même si un véhicule n'est jamais propre, rendre un peu plus propre ces véhicules. Et il y a aussi toute la logistique du dernier kilomètre qui a été évoquée ce matin, qui est quelque part un point très très important. On travaille ici sur la métropole avec Urbi. Ils ont un certain nombre de véhicules gaz, alors pas que gaz, il y a effectivement un mix énergétique, ils ont aussi des véhicules électriques, etc., en fonction des besoins, en fait, Nous, on est plutôt là, pour le coup, sur des véhicules, des camions, qui vont venir apporter les marchandises en ville, c'est-à-dire qui vont nous permettre de faire cette logistique du dernier kilomètre. Donc voilà un peu un panel très rapide des solutions en monde urbain, puisque j'avais compris qu'aujourd'hui, on était quand même plutôt sur la déclinaison des modes urbains. On ne peut pas quand même s'affranchir complètement de l'interurbain. Pourquoi? Parce que notamment le développement du gaz, donc du GNV, du bio-GNV, s'appuie très fortement sur le transport routier de marchandises. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ce qui nous permet de développer des stations. Alors, on n'en est pas à 150 000, voilà, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même vision. Nous, on serait plutôt sur une vision un peu carburant. Vous voyez, donc des grosses stations qui seront moins nombreuses, mais qui vont alimenter des flottes plus importantes,
qu'une myriade de petites stations, même si ça sera peut-être une deuxième phase de développement. Et dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est un maillage du territoire en stations de carburant, je dirais, assez classiques, et sur lesquelles, en fait, on va venir s'approvisionner d'abord des poids lourds, puisqu'il va falloir à peu près, enfin, asseoir, on va dire, économiquement le développement de ces stations. Donc aujourd'hui, on est dans cette vision-là. Typiquement avant, autour de la métropole, il n'y avait pas de station publique. Demain, on en aura 3. Il y aura la station du Gandaya, qui est déjà accessible. Il y a également la station qui est au niveau des Grabanches, qui est également accessible, qui est une station GNL. C'est un petit peu différent, mais je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Et puis une station qui a aussi émergé du côté de Rion. Donc on commence à mailler, et je ne parle pas d'autres stations qui vont se développer dans l'Allier, et bien d'ailleurs aussi au Puy, à Aurillac, avec l'aide de la région d'ailleurs, il faut le noter, dans la démarche volontaire. Donc le vrai sujet aujourd'hui des gaziers, c'est de développer ces stations, de pouvoir effectivement avoir une offre de transport public et derrière, de stations publiques, pardon, qui vont nous permettre de développer petit à petit tous les usages autour du gaz. Voilà, donc ça c'est la vision qu'on peut avoir. Où on sera en 2030, on pense qu'aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de bus rouleront au gaz. Aujourd'hui, déjà, pratiquement les 2 tiers des métropoles ont des bus gaz. On aura un équilibre, un mix, sans doute avec une moitié de bus gaz, une moitié de bus électrique ou hydrogène, puisqu'effectivement, on a des besoins différents et je pense qu'il faut qu'il y a de la place, je dirais, pour toutes les énergies, une place intelligente. On aura sans doute beaucoup de bennes ordures ménagères qui récolteront des biodéchets, s'alimenteront ou s'auto-alimenteront pratiquement en carburant. Et on aura sans doute beaucoup plus de poids lourds qui feront de l'interurbain. Alors là, je dirais le driver n'est pas le même. Ce n'est pas des problématiques de qualité de l'air, encore que, mais c'est surtout une vraie demande des donneurs d'ordre pour, à un moment, décarboner leurs activités. Et on voit bien que là, les transporteurs répondent finalement à la demande de grands opérateurs. Alors, c'est des opérateurs de la grande distribution, c'est des opérateurs du luxe. Mais globalement, on sent qu'il y a une forte pression sur les transporteurs pour faire évoluer leur flotte. Elles évoluent. Aujourd'hui, on a 5-6 000 camions déjà au gaz. Avant, il n'y en avait pas du tout. Et on pense que d'ici 2030, il y en aura sans doute, et si on suit la PPE, des quantités assez importantes, 28 000, je crois, ces camions à l'horizon 2030. Donc on voit bien que c'est exponentiel. On accompagne. Alors nous, notre rôle de distributeur, c'est d'essayer d'accompagner en fait ce développement de la filière en mettant notre réseau au service des stations d'approvisionnement et en collectant, autant que faire se peut, le gaz vert qui est produit, je dirais à 80% aujourd'hui par le monde agricole, pour le ramener sur les zones urbaines. Donc on voit bien là, pour le coup, l'enjeu et l'importance des réseaux de gaz. On essaie de faire notre mieux, alors bien sûr dans un contexte très réglementé, avec la commission de régulation de l'énergie qui pilote un peu tout ça au travers d'un certain nombre d'outils. Donc voilà, cette perspective qu'on peut se donner, c'est demain, de plus en plus de bio-GNV dans la mobilité gaz. Aujourd'hui, c'est déjà 17%. Donc on avait un objectif d'ailleurs de 20%. J'ai lu ce matin un petit article sur la région qui aujourd'hui d'ailleurs conditionne ses aides à la part de bio-GNV dans le carburant. C'est 20% aujourd'hui, sans doute 30% assez rapidement. Donc on voit bien qu'on va vers cette mobilité décarbonée. À quelle vitesse? Nous, on espère qu'elle sera assez rapide. Et puis, effectivement, pour essayer de gérer une transition, je dirais, du monde de l'énergie fossile classique, gasoil, essence, vers un monde des carburants liquides plus soutenables, plus durables. Mais on est bien, nous, sur ce positionnement-là, en complément de la motorisation électrique qui se développe et qui se développera, bien sûr. Et voilà, et ça, c'est la transition. Donc, Madame Saharis Davis, vous allez avoir un ordinateur permettant de faire dérouler votre présentation dans une demi-seconde. Je vous remercie. Donc, c'est un peu toujours la même question sur le mix énergétique. Je voulais plus parler des poids lourds. Oui, alors, je vais vous parler déjà quand même de la mobilité urbaine, puisque c'était notre sujet, celui qui nous avait été demandé. Donc, en milieu urbain, actuellement, on constate qu'il y a un très fort développement de la mobilité électrique à travers le fort développement des véhicules électriques légers. Là, je vous ai mis les chiffres des immatriculations en véhicules électriques et en véhicules hybrides rechargeables depuis janvier 2021. Ça a augmenté de 96%.
L'année dernière, on a eu une augmentation de 160%. Enfin, on voit qu'on est dans un développement exponentiel des ventes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et sur une région comme Auvergne, il faut que vous ayez en tête que globalement, à la fin de l'année 2020, il y avait à peu près 5000 véhicules électrifiés. À la fin de l'année 2021, il y en aura 10 000. Donc, on double, grosso modo. Je vous ai mis également un exemple d'une une de la montagne sur l'Allier qui titrait en septembre « L'Allier roule tout doux » parce que ça me permettait d'illustrer en fait le fait que les vélos électriques, les trottinettes, enfin beaucoup d'engins qui sont de mobilité individuelle mais qui sont mis à disposition par les collectivités sont en fort développement. Et puis, bien sûr, l'électrification de la mobilité passe dans les milieux urbains par l'électrification des flottes de bus. Donc, Le Puy et Aurillac ont depuis longtemps des minibus. Vichy Communauté a des bus de 12 mètres en circulation depuis 2018. Vichy Communauté, dans le cadre de son projet TEPOS, territoire à énergie positive, avait décidé d'électrifier son transport en commun à travers l'électrification à 100% de certaines lignes. Donc là, ils sont en train de tester un bus de Liège pour pouvoir électrifier la ligne B. Donc ils sont toujours dans leur développement de l'électromobilité au niveau des bus. Et dans le cadre d'Orbimob, le CNTC ou la CAM ont plusieurs fois l'occasion de présenter ou d'évoquer le projet Inspire qui vise à mettre en place 2 lignes de bus à haut niveau de service qui seront 100%, ce sont des lignes qui seront 100% électriques, avec également une expérimentation d'une ligne hydrogène. Voilà. Et récemment, très récemment, là, il y a quelques jours, l'AVER, l'association des constructeurs en fait, de véhicules, a sorti avec plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs, dont EDF et Enedis, un guide destiné aux communes, aux agglos, sur les bus électriques, qui est disponible. Donc, Alors maintenant, j'en viens à votre question, Gérard. Donc, quel mix pour la mobilité lourde ? Alors, Hervé l'a très bien expliqué, le transport pèse lourd dans les gaz, dans les émissions de gaz à effet de serre, dans les émissions de CO2. Et puis, on a aussi l'apparition des ZFE qui poussent au changement de la motorisation sur les modes de transport, aussi bien de personnes que de marchandises. Dans le transport, dans les 41% d'émissions de CO2 au titre du transport, le transport routier pèse très lourd dans ces 41%. Donc, je voulais en parler un peu en faisant un point où l'on en est aujourd'hui. Autant on voit bien que l'électricité est une énergie qui va être utilisée fortement pour tout ce qui est véhicules légers, véhicules utilitaires légers, bus, parce qu'ils rentrent le soir au dépôt. Donc, il faut savoir qu'à Vichy Communauté, les bus rentrent au dépôt avec 50% de charge le soir. Donc, on voit bien qu'un bus qui rentre comme ça au dépôt, il a la possibilité de fonctionner sur batterie. De toute façon, ça se recharge. Mais quand on est sur du poids lourd, on n'a pas beaucoup de véhicules en fonctionnement. Et dans le monde, il n'y a pas énormément de poids lourds électriques ou hydrogène. 35 000, c'est pas énorme. Alors, certes, c'est des chiffres qui peuvent bouger beaucoup, mais quand même, on voit bien qu'on est sur de l'anecdotique. Cependant, la réglementation évolue. Et notamment, en juillet dernier, là, il y a eu la publication d'un projet de révision d'une directive européenne sur le déploiement des infrastructures de recharge pour les carburants alternatifs, qui fait penser qu'on va avoir quand même des modifications, qu'on va voir enfin les choses bouger. Et on pense qu'on a un potentiel
de développement de la mobilité lourde électrique et hydrogène, vraiment à partir de 2025. Alors, finalement, ça peut donner quoi? Ça, c'est la vision Enedis que je vous donne. Ça peut donner la batterie électrique pour des livraisons urbaines, jusqu'à 24 tonnes. On a des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 200 et 400 kilomètres, je veux dire. Et ça permet la charge au dépôt. C'est comme le bus, en fait. Si le camion, il rentre le soir au dépôt, il peut se recharger. Et si on est sur de la livraison urbaine, on ne fait pas énormément de kilomètres, on reste dans ce type d'autonomie entre 200 et 400. Le bio-GNV, parce qu'il est critère 1, donc il peut rentrer dans des zones à faible émission. Et puis, il faut dire aussi que là, on a une réduction forte des nuisances sonores qui peut être très appréciable en milieu urbain. Après, sur le transport plus lourd, et j'en reviens à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le transport intercité entre deux villes, ce qui circule beaucoup sur nos routes auvergnates. J'ai essayé de vous faire une synthèse de là où on en était à date, des plus et des moins des différentes solutions. Mais on voit bien qu'on va aller vers un mix de solutions énergétiques. On n'a pas une solution qui se dégage. On va avoir un mix de solutions. L'hydrogène, bien sûr, il peut être, ce n'est pas le cas encore, Hervé le disait, aujourd'hui on a encore beaucoup d'hydrogène qui est fait à partir de produits pétroliers, donc qui n'est pas du tout décarboné, mais on peut le décarboner selon la façon dont on produit. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant. Quand on utilise une pile à hydrogène, on n'a pas de polluants, il n'y a pas de pot d'échappement qui pollue. On a une autonomie qui est formidable, et puis on a une réduction du bruit qui est très intéressante. Aujourd'hui, les moins, c'est que le coût, il est toujours important, et puis on a un rendement énergétique qui est modeste, et qui fait que ça ne devient rentable que si justement on a besoin de cette autonomie lourde, de cette autonomie longue, quoi. Si on fait beaucoup de kilomètres, ça peut être intéressant d'utiliser de l'hydrogène. Si on fait peu de kilomètres, moi personnellement, je pense que les quelques taxis à Paris qui sont en hydrogène, là, sur des Nissan, c'est pas quelque chose qui est économiquement viable. Et qui est, sur le plan du rendement énergétique, très intéressant, parce que vous dépensez de l'énergie pour faire de l'hydrogène, pour réutiliser ça dans une pile à hydrogène pour faire de l'électricité. Donc, ça vaut le coup de perdre ce rendement que si vous avez vraiment besoin de cette autonomie. Si c'est pour rentrer tous les soirs et recharger tous les soirs, autant prendre un véhicule électrique. Après, ce qu'il y a comme élément de recherche également, c'est ce qu'on appelle les Electric Road Systems. Donc ça, c'est de l'expérimental aujourd'hui. C'est globalement de ne pas avoir de batterie, de ne pas avoir de recharge. Le camion roule et en même temps qu'il roule, il est rechargé. Alors c'est exactement comme les trains qui sont alimentés par des calorifères. C'est donc soit on alimente le camion par le haut, soit on l'alimente par la route à travers un système à induction. Ça permet d'être complètement libéré en matière d'autonomie. Ça permet aussi de ne pas avoir de perte de temps de recharge, ce qui pour le transport lourd est important. Par contre, aujourd'hui, c'est expérimental. En Europe du Nord, ils y travaillent pas mal. Et puis, le coût d'investissement pèse sur l'opérateur de la route. Donc, on sent bien que ça sera forcément, à un moment ou à un autre, un coût pour celui qui va utiliser la route, parce qu'il faudra bien que le constructeur de la route répercute ça sur la compagnie de transport qui utilisera cette route, si elle a été équipée à ces trains. Après, il y a bien sûr les biocarburants, comme le bioéthanol. Ça permet une autonomie proche de ce que propose le diesel. C'est les mêmes motorisations, donc c'est des choses qu'on connaît. Par contre, là, on est sur une décarbonation qui est modeste. Et puis, on rentre en concurrence avec l'alimentation animale et humaine. Est-ce qu'on fait des céréales? Est-ce qu'on fait
est-ce qu'on fait des céréales pour nourrir les gens, les animaux, ou est-ce qu'on fait des céréales pour mettre ça dans nos moteurs, quoi. Donc, on sent bien que ça ne peut pas être la solution. Ça en peut être une, ça ne pourra pas être la seule. Surtout par rapport aux besoins que représente le transport lourd en matière d'énergie. Et puis, on a aussi des recherches sur des batteries électriques. Là, grosso modo, ce qu'il faut rechercher, c'est un équilibre entre le poids, le volume, le coût de la batterie. On sent bien que si on veut avoir des batteries qui permettent une grande autonomie, aujourd'hui, on est dans des batteries qui sont lourdes, qui sont volumineuses, donc on perd en charge utile. Par contre, si on arrivait à travailler ce triptyque poids, volume, coût de la batterie, ce serait formidable parce que zéro émission carbone, aucun polluant, un bon rendement énergétique, pas de bruit, et puis un coût de maintenance et d'exploitation faible. Merci bien. Alors, je m'adresse à savoir si Bérangère Préau-Van-Ving est ici. Je crains que la réponse soit négative. Non, non, je suis là, bonjour. Ah si, bonjour Madame Bérangère. Je vous écoutez religieusement. Excusez-moi. Donc vous intervenez pour Engie. Exactement. Voilà. Alors, ça y est, en plus nous vous voyons maintenant. Et vous avez une présentation que vous allez pouvoir peut-être gérer, je ne sais pas comment ça se passe. Ah, alors moi j'avais compris que c'était vous qui la gériez du coup. Elle vous a été envoyée? Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, comme ça je regarde si j'ai votre présentation. Très bien. Donc je vais commencer et me présenter. Donc bonjour à tous et... Donc moi je suis Bérangère Préau, je suis directrice du développement hydrogène Engie Solutions. Engie Solutions, c'est une entité qui dépend du groupe Engie et qui porte toutes les solutions de services énergétiques auprès de tous les clients du B2B, que ce soit des collectivités, de l'habitat collectif, du tertiaire, public, privé. Donc toute solution en faveur de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique. Et on trouve dans cette entité toutes nos solutions sur les mobilités alternatives aux thermiques, donc tout ce qui va être mobilité verte. Donc tout à l'heure, il a été question de 3 stations GNV qui vont être mises en service sur la région clermontoise. Et donc c'est dans notre entité Engie Solutions que l'on construit et que l'on exploite ces stations. Donc on est très opérationnel sur ces sujets-là. Et donc on porte les solutions GNV, bio-GNV, hydrogène et mobilité électrique. Alors ça y est, de mon côté, je vois la présentation. Nous aussi. Bon, c'est parfait alors. C'est moi qui vais gérer votre déroulé. Parfait. Du coup, je vous propose de passer à la slide 5, parce que du coup, les différents intervenants ont déjà pas mal penché sur pourquoi la mobilité alternative, pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui et pourquoi on s'en préoccupe. Et donc notre vision chez Engie, c'est que en fait toutes les mobilités dont on a parlé ce matin sont complémentaires les unes des autres. Excusez-nous, on a du mal à passer à la slide suivante. Parfait, c'est celle-là. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci, aucun souci. Donc du coup, notre vision, c'est que toutes les mobilités sont complémentaires et je pense que ça a déjà été évoqué par les uns et les autres auparavant. On pense qu'il n'y aura pas une solution, mais des solutions qui vont s'appliquer à l'avenir dans le verdissement de la mobilité et qui dépendront essentiellement des usages. Donc qu'est-ce qu'on fait de son véhicule, pourquoi on le prend et quelle distance on parcourt avec. Et donc la vision que l'on a, et je pense qui est partagée par l'ensemble des participants, c'est que sur la mobilité légère, l'électromobilité aujourd'hui prend bien sa place et on voit clairement aujourd'hui un essor
importante des ventes de véhicules électriques et du déploiement des bornes de recharge électrique, que ce soit en milieu urbain, périurbain, et puis même maintenant, on va sur le déploiement sur les axes routiers et autoroutes avec des hubs de recharge rapide qui vont vraiment permettre aux véhicules légers électriques de se déployer sur l'ensemble des territoires et de ne plus être concentrés pour des usages intra-urbains. Voilà. Donc après, par contre, l'électromobilité aujourd'hui, à date, vu le développement des batteries, semble plutôt limitée pour des usages qui seraient plus lourds, type des bus, des bennes ordures ménagères, des poids lourds, des cars. Et là, on pense que des solutions alternatives vont être déployées avec le GNV, bio-GNV à très court terme, puisque c'est une solution qui permet à la fois de répondre aux enjeux environnementaux à très court terme, en étant une solution économiquement compétitive. Mais par contre, si on veut aller plus loin dans la transition énergétique, l'hydrogène et notamment l'hydrogène vert a vraiment toute sa place. Alors du coup, on m'avait demandé de faire un focus plus sur l'hydrogène. Du coup, je vous propose de passer à la slide 8. Alors, alors de mon côté, ouais, la slide d'après. Voilà, parfait. Donc, pourquoi l'hydrogène et pourquoi l'hydrogène vert? Donc, du coup, l'hydrogène a clairement sa place à la fois dans dans les usages en termes de mobilité et à la fois dans la transition énergétique, puisque l'hydrogène vert, en fait, c'est l'hydrogène qu'on produit à partir d'énergies renouvelables, qui par nature sont intermittentes et parfois peuvent être excédentaires par rapport aux besoins du marché. Et donc, du coup, l'hydrogène, on permet de valoriser cette électricité qui peut être excédentaire à certains moments sur le réseau. On va aller casser une molécule d'eau et produire de l'hydrogène qui, contrairement à l'électricité, enfin, vraiment en état actuel des connaissances sur les batteries, peut être stocké et déplacé dans le temps et dans l'espace. Donc, du coup, c'est vraiment pour Engie le maillon qui manquait dans la chaîne énergétique pour assurer d'une part la production massive d'énergie renouvelable et d'autre part des usages raisonnés de l'énergie. Et donc du coup, l'hydrogène a vraiment du sens dans cette chaîne énergétique et c'est pour ça qu'Engie y croit beaucoup et investit beaucoup dans cette filière-là. Et il se trouve que dans la mobilité, l'hydrogène, comme je l'ai dit auparavant, permet d'offrir une solution dans le verdissement de la mobilité lourde et très lourde, et va être du coup complémentaire des autres énergies en cours de déploiement. L'intérêt de l'hydrogène dans la mobilité, c'est que vous avez un véhicule qui est zéro émission, que ce soit des émissions de dioxyde de carbone ou des émissions de NOx et de SOx, donc qui présentent aujourd'hui des problèmes par rapport à la qualité d'air. Donc du coup, l'hydrogène permet de résoudre ces problèmes de qualité d'air et les enjeux de santé publique qui sont liés, qui est vraiment un enjeu important, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des vallées qui sont extrêmement polluées. C'est des véhicules qui ont une autonomie comparable à des véhicules thermiques, avec des temps de recharge comparables aussi aux véhicules thermiques. Donc finalement, vous avez le confort d'un véhicule thermique, mais avec une énergie qui est propre. Aujourd'hui, en termes d'usage disponible sur le marché, donc là, on est à un stade de pré-déploiement de filière et on n'a pas beaucoup d'usages disponibles, même s'il y a beaucoup de perspectives par contre. Et aujourd'hui, vous allez trouver quelques berlines, des bus hydrogène, les poids lourds hydrogène arrivent et ils vont arriver massivement plutôt à partir de 2025. On a des véhicules utilitaires et des bennes ordures ménagères qui arrivent sur le marché. Alors le vélo, c'est anecdotique, hein, c'est plus un moyen de communiquer sur la mobilité hydrogène. Et sachez qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez en a fait plusieurs pour mettre dans les parcs pour que les touristes puissent se déplacer en vélo hydrogène. Je vous propose de passer à la slide d'après. Et encore celle d'après, d'aller plutôt à la slide 15. Alors du coup, notre positionnement côté Engie dans Engie Solutions sur cette filière hydrogène, il est très fortement lié aux modalités de déploiement de la filière hydrogène.
Ce dont on se rend compte, c'est qu'on est à un stade vraiment très amont encore sur le déploiement de la mobilité hydrogène. Et il y a tout un enjeu en fait d'avoir un développement concomitant des usages hydrogène et de mettre en même temps en place les moyens de production et de distribution d'hydrogène qui vont bien. Et c'est important de faire ça en même temps pour ne pas avoir des véhicules qui se déploient sur un territoire sans station faire le plein, ou alors avoir des stations et pas de véhicules en face. Donc ça, c'est des choses qui se sont produites dans d'autres pays. Hein. En Allemagne, ils ont déployé des réseaux de stations, puis finalement, ils n'avaient pas de véhicules. Aux États-Unis, par exemple, ils avaient des véhicules, mais pas de stations. Et donc, du coup, pour résoudre ce problème de l'œuf et de la poule, c'est vraiment le dilemme classique dans cette filière-là, on a une logique d'écosystème et de territoire. Donc, c'est vraiment de voir à l'échelle du territoire comment on peut déployer concomitamment les usages d'un côté et les moyens de production et de distribution de l'autre. Et donc, pour ce faire, les territoires se réunissent entre acteurs publics et acteurs privés pour créer souvent, ça passe par la création de sociétés-projets qui vont accueillir ces différentes parties prenantes à l'échelle du territoire pour vraiment avoir une vision globale à l'ensemble du territoire, dans l'ensemble du territoire. Et donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes a eu cette dynamique-là et a créé avec Engie, Michelin, la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole, une société qui s'appelle Impulsion, dont vous avez peut-être les uns et les autres entendu parler, qui s'inscrit dans le projet de Zero Emission Valley, dont l'ambition est de déployer sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes un écosystème, un maillage de stations hydrogène et les véhicules liés. Donc on parle là du déploiement d'une vingtaine de stations hydrogène avec plus de 1000 véhicules légers à très court terme et puis une orientation vers des véhicules plus lourds à partir de maintenant. Clermont-Ferrand est directement impliqué dans ce projet-là puisqu'il y a une première station, donc il y a une station provisoire et puis une station de plus grande capacité qui va être mise en service sur le site des Gravenches, donc vraiment dans Clermont-Ferrand. Voilà. Donc et du coup, Engie dans ces projets-là est investisseur auprès des collectivités pour lancer la dynamique territoriale. Donc là, on a parlé de ce projet Impulsion en Auvergne-Rhône-Alpes et on a des projets qui sont comparables dans d'autres régions de France. On est aussi présent du coup sur la conception, la construction et l'exploitation de ces stations hydrogène. Donc là, c'est via notre entité GNVR qui du coup a une grande expérience via le GNV où ils sont présents où on est présent depuis 10-15 ans. C'est GNVR qui construit actuellement et qui a construit les 3 stations gaz dont on a parlé sur Rion, Clermont et Petit Gaillard et qui va aussi construire celle des Gravenches. Voilà. Et après, on a d'autres solutions pour accompagner les collectivités sur ces enjeux. Voilà, donc du coup, juste pour conclure, donc du coup, l'hydrogène, on pense vraiment qu'il a sa place dans cette mobilité verte alternative. Il est complémentaire des solutions qui sont en cours de déploiement sur l'électrique et sur le gaz, et il va plutôt être orienté à très court terme sur de la mobilité lourde en B2B. Et clairement, les cibles, c'est vraiment tout ce qui va être bus, ordures ménagères, poids lourds, cars et véhicules utilitaires légers dans un premier temps, avant de s'ouvrir peut-être dans un second temps sur de la mobilité plus légère. Voilà. Et alors, je suis désolée, contrairement à mes prédécesseurs, j'ai pas trouvé la petite phrase de transition pour l'interlocuteur suivant. Et moi non plus. Et du coup, je vais passer la parole à Martine Duclos, qui est professeure au CHU. Il va donc nous parler à la fois de l'énergie la plus chère, l'alimentation et comment ça rentre. Voilà, c'est comment l'humain peut mixer l'activité physique, parce qu'il produit comme énergie les énergies décarbonées. Donc, je vous rappelle, pour situer un peu, que l'humain produit de l'énergie. Il consomme de l'oxygène, il produit du CO2. Alors au repos, c'est pas beaucoup. En gros, on consomme 0,3 litres d'oxygène par minute au repos, quand on ne fait pas d'activité physique, et donc on produit à peu près autant de CO2. Voilà, des petits consommateurs et des petits producteurs. Par contre, dès qu'on se met à bouger, à faire de l'activité physique, la consommation d'oxygène et la production de CO2 augmente, mais ça reste quand même peu élevé.
Et en gros, pour un sujet moyen, la consommation maximale d'oxygène à l'exercice, ça peut passer à 5 litres par minute d'oxygène et autant de production de CO2. Et pour les athlètes de très haut niveau, qui ont des fortes consommations d'oxygène, on peut aller jusqu'à 15 litres minute. En gros, on peut passer d'une consommation d'oxygène qui augmente d'un facteur 10 à 15, une production de CO2 qui est la même. Enfin, en gros, on arrive à 15 litres minute, 10-15 litres minute. Et je vous rappelle que ce qui nous a été dit tout à l'heure, c'est que la production de CO2 sur Clermont-Ferrand annuelle, juste pour aller au travail, on est à, je crois, 188 kg de CO2. On est des petits consommateurs, on joue petit jeu à côté. Tout ça, c'est lié à nos muscles. Par contre, il faut savoir que bon, le rendement musculaire à l'activité physique est très faible. C'est-à-dire que, par exemple, pour 100 watts produits, pour la marche, il y a 10 watts d'énergie mécanique et on produit 90 watts sous forme de chaleur. On n'a pas un rendement à l'activité physique qui est important. Alors, on peut augmenter le rendement justement en couplant l'activité physique avec autre chose, par exemple le vélo. En utilisant un vélo simple, le rendement passe à 30%. Voilà, mais on peut le coupler de cette façon, augmenter notre rendement, sachant que les 90% perdus, c'est de la chaleur, perdre de la chaleur. Hein. On couple tout ça. On n'a pas un fort rendement, alors on peut augmenter le rendement et on peut améliorer ça, par exemple avec les vélos à assistance électrique. Parce que là, on va avoir de l'énergie mécanique et on va avoir aussi l'assistance électrique qui va nous permettre, par exemple, de dépenser moins d'énergie mécanique quand on sera dans une pente, ou alors de pédaler plus longtemps. Au lieu de faire 25 km, on peut faire du 50, 100 km avec la même dépense énergétique. Dans tous les cas, de toute façon, on utilise une énergie mécanique qu'on produit nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va produire peu de CO2, c'est qu'on ne tombe pas en panne, sauf en panne peut-être de carburant. Enfin, on peut amener un peu de sucre, voilà, des boissons, on peut amener de la bonne nourriture aussi, hein. De l'alimentation locale, donc on peut rester très local, avoir un cercle vertueux. On ne risque pas de manquer de composants, hein, ça ne vient pas de Chine, on peut prendre ça localement. On ne fait pas de bruit, donc on est tout à fait écologique, économe, écolo-compatible. Voilà. Après, on peut aller plus loin aussi. Vous savez qu'un muscle, ça fonctionne par une stimulation électrique. On est relié avec des nerfs qui sont sous la commande de la moelle épinière et puis sous la commande du cerveau. Alors ça, on l'utilise en pathologie, par exemple, quand vous êtes plâtré. Alors vous, le sujet lambda, on s'en fiche un peu. Mais par contre, les sportifs de haut niveau, quand ils ont un plâtre, ils sont immobilisés, il ne faut pas que, quand le muscle ne s'en sert pas, il s'atrophie. On peut faire une stimulation électrique, stimule le muscle, il se contracte localement pour éviter la fonte musculaire. On l'utilise aussi chez les malades, par exemple les diabétiques de type 2 qui ne peuvent pas faire d'activité physique parce que franchement ils ont des limites fonctionnelles. Et on sait que la contraction musculaire, c'est ce qui va consommer le glucose. Eux, ils sont en excès de sucre. Et on sait que dans ces cas-là, il y a actuellement des travaux qui montrent que l'électrostimulation, donc on met des électrodes sur les muscles, parce que les plus gros, c'est le quadriceps, la cuisse. Et on sait qu'en fait, on provoque une contraction musculaire locale et on sait que ça fait baisser la glycémie parce que le muscle, quand il se contracte, il consomme du glucose. C'est un moyen chez les gens qui ne peuvent pas faire d'activité physique de faire baisser la glycémie, d'éviter de consommer trop de médicaments et d'améliorer en fait l'équilibre du diabète. Mais vous avez dû voir aussi l'application qui va de tout ça. Vous avez dû voir certains magasins là, qui s'ouvrent et ça fleurit. Je sais plus, j'ai vu qu'il y en avait une vingtaine autour de Clermont. Vous avez en grand titre 4 heures de sport en 20 minutes. Alors vous avez dû vous demander ce que c'était un peu, si c'était du bluff. Alors en fait l'idée, c'est pas idiot, hein, c'est pas idiot. Bon c'est faux, hein, l'histoire des 4 heures de sport en 20 minutes, mais néanmoins, en 20 minutes vous faites ce que vous feriez sur une séance de renforcement musculaire d'1 heure et demie. L'idée c'est que vous mettez une combinaison avec des électrodes qui sont sur les 8 gros groupes musculaires de l'organisme, c'est-à-dire les épaules, tous les abdos, et les muscles lombaires, les cuisses et les ischio-jambiers, devant et derrière. Et ces électrodes, en fait, quand vous faites du renforcement musculaire, par exemple, vous faites une contraction du biceps, quand vous contractez un muscle, vous avez l'agoniste, donc l'agoniste c'est qui se contracte, et l'antagoniste, le triceps qui se relâche. Vous ne contractez pas les deux, en même temps, c'est pas possible. Même chose pour la cuisse, quand vous fléchissez la cuisse, contractez le quadriceps, vous relâchez l'ischio-jambier. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Bah là, et puis vous faites ça, vous faites une séance, en gros, vous faites 12 répétitions, vous reposez, 12 répétitions, on se repose 30 secondes, et on fait 4 séries comme ça. Et là, le principe, c'est que vous mettez des électrodes qui vont en fait contracter les deux muscles.
l'agoniste et l'antagoniste. Et vous contractez tous les muscles du corps et vous faites des séries longues sans repos. Pour ça, quand vous dit en fait vous gagnez du temps parce que vous faites agoniste et antagoniste, alors que si vous faisiez de la musculation, vous feriez d'abord les biceps puis les triceps, là vous contractez les deux en même temps, et vous ne faites pas en même temps les quadriceps et les ischios. Là vous faites tout en même temps. Vous êtes par exemple dans une position à moitié fléchie, les bras comme ça, et vous contractez tout parce que vous luttez contre les électrodes qui vous font vous contracter tous vos muscles. Et sur des séries assez longues, ça dure 10 minutes, ça dure plutôt 20 minutes. En gros, en 20 minutes, vous avez tout contracté en même temps et vous avez lutté contre la contraction. Voilà. Comment on peut aussi utiliser le couplage électrique, contraction musculaire. J'ai testé, vous sortez au bout de 20 minutes. Lessivé. Contracté. Les relâcher. Les ciblés, ouais. Et puis l'autre chose, c'est, comme je vous disais, je parlais de la chaleur tout à l'heure. En fait, je vous dis, on est un organisme à faible rendement, c'est-à-dire que voilà, on produit de la chaleur. C'est 90 watts sur quand on marche, vous produisez 100 watts. Et sur ces 100 watts, il y a 90 watts de chaleur. C'est un peu énervant, c'est un peu dommage dans le contexte dans lequel on est. On produit 100 watts par jour. 100 watts, vous savez qu'une télé LED, c'est 63 watts qui sont consommés par jour. Si on nous branchait, si toute cette chaleur que vous produisez, rien qu'au repos, on produit 100 watts. Si on nous branchait cette chaleur qu'on perd, si on la branchait à la télé, on pourrait faire marcher la télé 30 heures par jour. Ça, on ne l'utilise pas, c'est quand même dommage. Alors maintenant, il y a quelques boîtes qui commencent à utiliser cette chaleur produite. Jusqu'à présent, on ne savait pas récupérer cette chaleur et la transformer en énergie. Il y a des boîtes qui ont commencé à retrouver la technologie pour utiliser cette chaleur. En fait, le principe, c'est qu'on est à 37 à l'intérieur, et sur la peau, on est à 32 degrés. Et en fait, ils ont mis deux conducteurs, un conducteur au niveau de la peau, 32 degrés, et l'idée, c'est de mettre un conducteur froid, les deux en contact, et en fait, on crée un champ électrique entre les 32 degrés, ici, on met un corps froid, donc ça active des électrons, on crée un champ électrique, et l'idée, c'est avec un générateur thermoélectrique, on récupère la différence de potentiel et le courant électrique. Et avant, on ne savait pas, parce que c'est des toutes petites différences de potentiel. Et maintenant, on arrive à récupérer la différence de potentiel et de générer une électricité qu'on va stocker. Et ce qu'on arrive à faire maintenant avec cette électricité, l'objectif, c'est d'utiliser cette électricité générée. Alors, on peut mettre des petits bracelets. On peut l'utiliser aussi sur des smartphones, en fait, en utilisant la chaleur de la main. Ici, il faut mettre une petite membrane qui est très froide. Quand vous utilisez votre smartphone, on récupère l'énergie. Alors, on peut l'utiliser pour recharger des montres, pour recharger par exemple des pompes à insuline pour les diabétiques de type 1, peut-être nos smartphones. Mais l'idée, c'est qu'en fait, si on était capable de récupérer toute la chaleur que l'on produit, pour les 7 milliards d'êtres humains, on pourrait en fait fournir 10% de l'énergie consommée dans le monde. On n'est pas encore capable de le faire, je vous dis on peut le faire pour des petites choses, mais on n'est pas encore capable d'utiliser cette énergie thermique qu'on produit naturellement. Alors si en plus on était capable d'utiliser l'énergie thermique qu'on dépense quand on fait de l'activité physique, vous imaginez ce qu'on pourrait, mais il est possible que dans les années à venir, si les fait si bec, on sera capable d'utiliser cette énergie. Et puis en fait l'énergie mécanique, on l'utilise, l'exemple typique, c'est les vélos qu'on a dans les gares, en pédale, et on réussit à recharger nos batteries de smartphone. Et actuellement, il y a aussi des travaux qui ont en fait utilisé l'énergie de la marche. Ils ont mis des capteurs sur les semelles des chaussures. Et ils utilisent en fait l'énergie mécanique qui est créée par la marche pour la transformer en énergie électrique. Et puis pour la réutiliser avec des générateurs électriques, pour la réutiliser après pour alimenter éventuellement un smartphone. Vous voyez qu'il y a des pistes actuellement, à la fois pour récupérer notre énergie mécanique que l'on produit, naturellement en marchant, alors, sauf qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus de marche pour les gens qui font que 500 pas au fasse suffisant, mais si on réussissait à avoir au moins les 5000 pas par jour, ou naturellement notre énergie thermique, on peut imaginer que dans les années à venir, ça nous servira peut-être à alimenter peut-être les capteurs qu'on a sur nous, en tout cas au moins notre smartphone, voire peut-être des appareils qu'on aura dans les années à venir pour suivre peut-être nos paramètres vitaux, pour charger notre téléphone ou d'autres choses. Voilà. Merci bien. Super. Monsieur Gaudier.
peut-être présenter votre société Mhm. et en même temps, ça présentera votre propos, si j'ai bien compris. Tout à fait. Bonjour à tous, Rémi Bourdier, président du groupe Audience. Alors nous, en attendant que l'humain puisse recharger sa voiture directement, notre rôle est de déployer les techniques et les technologies sur l'ensemble du territoire au service de l'énergie, électricité, gaz et eau et objets connectés. Ça, c'est notre métier depuis une vingtaine d'années maintenant. Le propos étant la mobilité électrique, il a fallu faire des choix stratégiques au sein du groupe et on ne pouvait pas déployer ces technologies dans l'ensemble des énergies que je viens indiquer. Il a fallu faire ces choix sur le cadre déjà de nos compétences. Nous avons plusieurs centaines de techniciens répartis sur le territoire avec des compétences à forte orientation électrique. Et pour rejoindre le propos de l'électricité et de la mobilité électrique, on a fait le choix d'accompagner différents acteurs, les acteurs principaux, constructeurs de bornes électriques pour la mobilité sous toutes ses formes. Nous accompagnons différents acteurs sur différents pôles d'activité et différents secteurs d'activité que je vais vous présenter actuellement. Tout de suite, le premier pôle sur lequel on s'est logiquement positionné était d'accompagner les grands acteurs. Quand je dis grands acteurs, j'en ai un à ma gauche qui est EDF via leur filiale Easyvia, qui a affirmé une position de 30% du potentiel de bornes de recharge électrique à terme sur le territoire. Nous en accompagnons un deuxième qui est Total Energy, j'étais avec eux hier soir, qui a une orientation de 25% du territoire en maillage. Donc à eux deux, ils vont déjà faire 55% des bornes de recharge de la mobilité électrique en France. Et nous avons choisi d'accompagner ces deux grands acteurs, puisque c'est bien de définir cette mobilité, c'est bien de choisir une technologie, vous avez vu qu'il y en avait plein, mais à un moment donné, il faut des gens pour les déployer et les installer. Voilà, ça c'est notre rôle, et sur tout le territoire. Donc ce premier pan, les grands acteurs, les accompagner avec des techniciens formés pour pouvoir installer l'ensemble de ces bornes dans différentes stratégies de marché. La deuxième stratégie de marché, c'est celle que peut-être beaucoup d'interlocuteurs se posent, c'est d'amener une solution à des questionnements qui disent oui, mais je veux bien acheter une voiture électrique, mais comment je la recharge? C'est le premier frein à l'achat d'un véhicule électrique. Le deuxième, le premier, c'est le budget à l'heure actuelle, mais le budget, comme les évolutions technologiques, il évolue très très vite et on va avoir des véhicules qui vont arriver à des prix du thermique à terme et peut-être même en dessous avec justement ces évolutions technologiques. Donc si on ne prend pas ce propos du budget, arrive cette contrainte de comment je recharge mon véhicule, qui amène une deuxième contrainte qui est le temps de recharge, qui est une contrainte, un vrai questionnement de l'utilisateur final. Et c'est en fait un faux débat et de fausses questions. L'important, c'est l'usage que l'on va avoir du véhicule. Je m'explique. Si vous savez que vous pouvez recharger votre véhicule chez vous, vous avez votre pompe à carburant chez vous. Alors, dans votre garage, où je parlerai d'un troisième secteur d'activité qui est le collectif, en tout cas chez vous, d'avoir votre pompe à carburant personnel qui vous permettra effectivement pas de charger 100 km/h, ça ne sert strictement à rien, mais ne cesse qu'une petite 16 ampères, 2,7 kW dans votre garage, dans votre parking ou à côté de votre maison, qui va recharger simplement 12 km/h. C'est rien 12 km/h. Mais vous passez la nuit chez vous, vous passez 10 heures d'affilée, vous allez recharger 120 km. Et 120 km, c'est 2 fois l'usage quotidien du consommateur lambda en France. Même 3 fois pour celui qui est en urbain. 3 fois, voilà. 45 Alors, et c'est encore pire pour km/h. les gros citadins. Donc, vous voyez, raisonner sur l'usage commence à déplacer le propos plutôt que de raisonner sur la puissance de la borne ou sur l'autonomie.
Je reviens après sur l'autonomie, qui devient, par l'évolution technologique, n'est plus un propos non plus. Ça l'est été actuellement, ça le devient de moins en moins. Nous avons des véhicules, sans faire de publicité à des marques, mais que ce soit Tesla, que ce soit Mercedes, où maintenant vous avez des grandes routières qui arrivent à plus de 770 km d'autonomie WLP, on va dire 600 km réels. Donc nous arrivons à des autonomies là maintenant déjà à de mêmes autonomies qu'un véhicule thermique. Et les orientations technologiques, que ce soit les évolutions des batteries, dans leurs composants, dans leur utilisation, dans les composants de la batterie, dans les puissances 400 volts, 800 volts, vont vers des autonomies de plus de 1000 km dans les 2-3 ans. Donc on va dépasser l'autonomie d'un thermique. Donc la notion d'autonomie n'est plus un sujet pour le véhicule électrique. Alors vous me direz, oui, mais il faut passer 1 heure, 2 heures à recharger son véhicule. Oui et non. J'ai expliqué le propos chez soi. Ce n'est pas un problème. 10 heures, 12 heures ou 10 heures, on le laisse chez soi. La nuit, il se recharge tout seul. Pas besoin non plus d'augmenter forcément la puissance de son compteur, puisqu'avec des petites interfaces automatiques, on sait gérer un compteur à 6 kW ou 9 kW. On va gérer votre congélateur, votre pompe à chaleur pour orienter l'énergie uniquement vers la voiture. On sait le faire très simplement et à bas coût. Du coup, cette notion de temps de recharge, pour l'usage à 80%, ça n'est pas le sujet. Elle se pose pour les grands déplacements. Alors les grands déplacements, c'est le 3e axe stratégique du développement et d'accompagnement que le groupe Oviance fait avec les grands acteurs, qui sont des grands réseaux de bornes de ce qu'on appelle des superchargeurs. Les superchargeurs, ce ne sont plus des bornes de 2,7 kg, 11 kg, 22, 30, 50, voire 150. Voilà, je vous ai fait un peu le panel des bornes existants à l'heure actuelle. Mais ce sont des superchargeurs à 250 kg et 350 kg qui vous permet d'avoir une recharge de votre véhicule de plus de 400 km en quelques dizaines de minutes. Dizaines de minutes, quand vous arrivez à une station, vous prenez un café, vous envoyez 2-3 mails, vous passez un petit coup de fil, vous avez rechargé votre véhicule pour 400 km. Déjà, à l'heure actuelle, maintenant, sur des réseaux comme Ionity, sur des réseaux comme Tesla, et Tesla va ouvrir, c'est plus un secret, va ouvrir son réseau à l'ensemble des voitures, quelles qu'elles soient, et quelle que soit la marque. D'autres réseaux arrivent. EasyVia, via EDF, va avoir ces réseaux qui vont être centrés sur des grands axes routiers, que ce soit stations-service, grands axes. Les autres réseaux comme Total Energy vont équiper leurs stations de pompes à essence classique et gasoil et hydrogène avec des réseaux électriques superchargeurs. Donc pour les grands déplacements, dans les 2-3 prochaines années, le sujet du temps de recharge pour les grands déplacements n'est plus un sujet. Voilà. Pour revenir sur Oviance, donc nous accompagnons ces grands acteurs et nous accompagnons aussi une autre problématique qui sont les collectivités et notamment les bailleurs sociaux, syndics de copropriété et immeubles, où là, ils ont un caillou dans la chaussure à l'heure actuelle qui s'appelle le droit à la prise. Vous êtes un locataire ou un propriétaire d'appartement dans une copropriété, vous pouvez faire valoir ce droit à la prise et de dire « moi, je veux une prise dans mon parking collectif » et on ne peut pas vous l'interdire. C'est un vrai problème pour les collectivités car il y a le problème du coût, le problème de l'orientation stratégique qui est une évidence. Je rappelle que l'Europe a orienté maintenant l'arrêt des véhicules thermiques et en 2035, il n'y aura plus de fabrication de véhicules thermiques en 2035. Je le dis haut et fort parce qu'on n'en a pas conscience. Dans une dizaine d'années, nous ne fabriquons plus de véhicules thermiques. Je crois que le message est passé, au profit essentiellement de véhicules électriques, hydrogène et peut-être autres si ça arrive d'ici là. En attendant, il va falloir structurer le collectif, notamment dans les grandes villes, pour donner accès à une borne individuelle à un locataire ou propriétaire de collectif. Et là, nous accompagnons un acteur qui est à cette table, qui est Enedis,
qui propose effectivement d'amener le tuyau nécessaire à la collectivité pour ensuite distribuer dans les parkings. Mais il y a un problème de coût qui paye. Donc il y a deux possibilités sur ces sujets. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'interlocuteurs. Soit le collectif paye pour l'usage personnel, le tantième, etc. Et auquel cas la collectivité parie sur l'avenir, comme quoi de toute manière il va falloir équiper tout le monde. Auquel cas, on amène le tuyau et on distribue une borne électrique sur chaque place de parking pour l'usager. Et c'est le collectif qui va payer. Et ensuite, l'usager va payer que sa consommation et sa recharge au prix du kilowatt classique. Donc ça, c'est celui qu'on prône. C'est en accompagner Enedis avec ces sujets-là. Et il y a un deuxième modèle économique qui consiste à dire à la copro, vous ne payez rien. L'acteur privé s'en charge. Nous prenons en charge la totalité des installations et, au modèle économique oblige, il faut un système qui les rémunère et la rémunération passe sur un abonnement de l'usage de la borne de recharge qui n'appartient pas à l'usager. Donc, entre parenthèses, il n'amène pas de valeur absolue et de valeur ajoutée sur son appartement. Et en plus de ça, ça ne suffit pas pour payer le modèle économique général de ce sujet-là. Il va payer son prix kilowatt de 3, 4, 5, voire 6 fois le prix d'un kilowatt classique. Ce qui amène, vous l'aurez compris, à un prix du plein qui frise, voire quelquefois dépasse, le prix du thermique. Ce n'est pas l'objet actuellement. Oui, ok, on décarbone, mais ce n'est pas vraiment une approche économique terrible. N'empêche que les deux modèles existent et Oviance accompagne ces deux modèles. Nous, on prône plutôt le modèle à terme de vision large qui consiste à mettre le tuyau important au niveau de la collectivité et amener de la borne et un point de comptage utilisateur par utilisateur. Voilà, donc là, voilà les différences stratégiques sur lesquelles le groupe Oviance accompagne, installe. Ce sont des hommes et des humains au profit d'humains qui vont installer dans nos régions, en campagne, chez soi, en copropriété, en station-service, l'usage de la borne électrique au sens large pour accompagner cette nouvelle mobilité. Merci bien. On a fait un tour, sans doute pas complet, mais qui existe. On peut se donner quelques minutes de questions. Si parmi les 3 personnes de la salle, 4, et je crois qu'il y en a peu d'auditeurs, vous avez des questions, sinon après cette mise en bouche des débats qui vont avoir lieu sur le mix énergétique pour la mobilité urbaine, mais pas seulement. Oui, allez-y, si vous avez des questions. Allez-y. Vous avez présenté des tendances, des choses qui sont des chiffres qui sont vrais, nationales. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le territoire Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes, si c'est plus classique en termes de mix, en termes de. Moi, sur l'immeuble géolocalisé. Je vais essayer de vous répondre là-dessus. En fait, ce que j'irais déjà, d'abord, c'est qu'il y a le même constat partout en France, y compris en Auvergne, qui est le développement des ventes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ça c'est vrai en Auvergne comme c'est vrai dans les autres régions. Ce développement est accompagné partout en France, y compris en Auvergne, par le développement de bornes de recharge. Et comme le disait très bien Rémi, aussi bien des bornes de recharge simple, normale, que des bornes de recharge rapide. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en Auvergne, on avait fin 2020 à peu près 5000 véhicules électrifiés et qu'on en aura 10 000 à la fin de 2021 vu les ventes qui sont importantes avec la part de marché qui augmente des véhicules électrifiés par rapport aux autres. Le chiffre que je n'ai pas donné, c'est qu'il y avait 506 bornes fin juillet de recharge sur toute l'Auvergne
et que c'est 60 de plus depuis janvier, quoi. Et là, globalement, on peut dire qu'on en aura installé 100 de plus en 2021. Il y en aura 600, si vous voulez, à la fin de l'année 2021. Hors borne des particuliers. Hors borne des particuliers. Bien sûr. Ça, c'est les bornes qui sont accessibles à tous. Ça s'installe sur les parkings des grandes surfaces, ça s'installe sur la voirie, ça s'installe bien sûr sur les aires d'autoroute ou sur les stations-service. Une spécificité, la question était sur une spécificité. Dans l'Allier, le premier grande surface Leclerc, je peux le dire parce que c'est nous qui avons installé, il va y avoir 69 bornes de recharge. Donc la plus grosse installation de M. Édouard Leclerc, des 100 personnes, a inauguré ce sujet-là. 69 bornes de recharge sur un parking Leclerc. Donc là, ça y est, la voie est ouverte. Il y a une autre spécificité de notre territoire, c'est qu'on a un acteur majeur de la mobilité qui est Michelin. Et Michelin regarde la mobilité d'une manière très très large. On a eu Engie aussi avec des collaborations qui sont faites donc spécifiques à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Michelin regarde la mobilité au sens large, donc va sur l'hydrogène, va sur l'électrique, va sur encore des sujets qu'on peut peut-être pas forcément toujours encore évoquer tout de suite, sont très sur le secret. Mais la mobilité, c'est une vraie chez Michelin, c'est une spécificité de notre région et on a un acteur majeur qui nous pousse vers toujours vers cette innovation, que ce soit du carburant et du pneumatique, puisque le pneu improbable, ça y est, c'est une réalité avec des pneus en technologie souple. Il commence à arriver aussi. Donc c'est un tout sur la mobilité. Et là, c'est une vraie spécificité auvergnate. Autre spécificité auvergnate qu'il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de zone à zéro émission vallée, avec 14 stations qui vont être installées. L'entreprise McPhy, qui est une entreprise dans laquelle on a injecté 70 millions d'euros, va être le fournisseur de 8 de ces 14 stations, dont à Clermont-Ferrand, il y en aura une d'entre elles. Deuxième spécificité, je l'ai montré tout à l'heure, c'est en collaboration avec Vika, parce que c'est vraiment une première qui devrait logiquement s'étendre chez l'ensemble des cimentiers, de faire justement la récupération des amines avec mélange d'hydrogène réalisé par un électrolyseur, par de l'énergie décarbonée, et réussir à faire du méthanol. Ça, c'est aussi une spécificité. Spécificité, par ailleurs, c'est qu'en Auvergne, c'est 100% de la production EDF qui est d'énergie verte, hydraulique, solaire et éolien. Et sur l'ensemble d'Auvergne et Rhône-Alpes, on produit plus d'électricité qu'on en consomme. Alors qu'en Auvergne, on produit 20% de notre consommation. Voilà. Donc voilà un ensemble de spécificités. On peut évoquer encore les bus électriques de la ligne qui sera transformée donc en électricité prochainement, avec une première aussi, puisque une partie de leur consommation viendront d'énergie solaire qui sera sur les toits des bâtiments d'entretien de ces bus. Et puis, comme vous le savez, un projet de bus hydrogène sur les lignes à plus longue distance à partir de Clermont-Ferrand. Alors voilà un certain nombre de spécificités, sachant que pas très loin, il va y avoir aussi le projet de TER à hydrogène, sur lequel on a proposé, enfin, on a fait une manifestation d'intérêt, puisque parallèlement à Auxerre, nous avons à la fois des bus à hydrogène qui démarraient, ça y est, les essais sont faits à Auxerre, et il va y avoir un train à hydrogène avec le groupe EDF qui sera le fournisseur. Voilà, donc des spécificités, elles vont augmenter dans les années qui viennent, très clairement. On est au début d'une grande histoire, mais d'une histoire qui, depuis le début, on en parle, c'est un mix. Ce n'est pas une solution, c'est des solutions. Et il ne faut pas opposer l'hydrogène au gaz, le gaz à nucléaire, etc. Il faut vraiment cet ensemble de solutions si on veut arriver à une meilleure décarbonation.
Moi, je n'avais pas tout à fait fini. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la spécificité de l'Auvergne, c'est qu'on a quand même on a une métropole, on a des villes moyennes et on a un habitat qui est, on regarde sur l'ensemble de l'Auvergne, qui est très individuel. Donc ça devrait normalement favoriser le véhicule électrique. Parce que, un véhicule électrique, comme on disait, on fait 50 km par jour environ avec son véhicule, un petit peu moins si on habite en ville, un petit peu plus si on est en région rurale, mais globalement, on est entre 45 et 55 km par jour avec un véhicule. Donc, on a largement, comme le disait Rémi, la possibilité d'utiliser un véhicule électrique, de rentrer chez soi, de le rebrancher pour éventuellement le recharger. Et même, on ne le recharge pas tous les jours parce que de toute façon, quand vous avez un véhicule qui a déjà une autonomie de 200, voire 380 km, c'est ce que donnent maintenant les petites citadines comme les Zoé, les 208, vous ne la rechargez pas tous les jours comme vous faites 50 km par jour. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on voit globalement, c'est que c'est en ville que les gens, parce qu'ils ont la pression de la zone à faible émission, alors du coup ils se disent, il faut que j'achète un véhicule. La pollution locale, et encore clairement, on est quand même pas trop mal loti sur ce plan-là. Enfin bon, bref, ils se disent qu'il faut, s'ils veulent continuer à utiliser une voiture, qu'il faut qu'ils achètent un véhicule électrique à cause de cette notion de limitation du trafic. Alors que finalement, ce n'est pas eux qui ont plus intérêt à acheter un véhicule électrique. Il faudrait que ce soit les gens qui habitent, comme la plupart des Auvergnats, en milieu rural, parce que c'est eux qui font les kilomètres. Donc, acheter un véhicule qui aujourd'hui représente un petit surcoût, c'est intéressant quand vous faites plus de kilomètres. Si vous achetez un véhicule cher et que vous ne l'utilisez pas beaucoup, pas très intéressant. En fait, le véhicule électrique, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que le carburant n'est pas cher et son entretien n'est pas cher. Donc, plus vous roulez, plus c'est intéressant d'avoir un véhicule électrique. Et sans prôner, pour étayer les propos, l'État-providence, parce qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, et notamment effectivement des orientations régionales qui sont fortes chez nous, mais aussi dans d'autres régions. C'est cette globale qui fait cette force nationale et cette volonté. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'État nous amène énormément d'aides, que ce soit sur le véhicule électrique, donc qui fait quand même baisser son coût, un peu rédhibitoire effectivement tout de suite, mais ça permet de limiter cette différence financière. Et sur l'installation aussi des bornes, que ce soit en entreprise, chez soi. Les primes à devenir, pour en parler aussi, c'est presque un tiers de l'installation qui est apportée par l'État en entreprise. Et pour un particulier, on va dire une installation à 1 500 € en moyenne, c'est 300 € de dégrèvement d'impôt donné pour installer sa propre autonomie électrique. Donc voilà, alors c'est peut-être un peu compliqué tout ça. En l'occurrence, Auviance vous accompagne aussi dans ces sujets avec une marque qu'on a développée qui s'appelle Watt & Go et qui vous amène on prend en charge tous les dossiers, les installations, les audits. C'est simple, efficace et installez vos bornes chez vous en rural, c'est de toute manière l'avenir, on est d'accord.